Monsieur, si j'avais un plus grand jardin, c'est avec mon revolver que je serais venu. Un 7,65 de Manu France. Un gros qui a fait ses preuves. Ça aurait peut-être mieux valu. Cet argent me fait honte. S'il ne s'agissait pas de mes chers petits. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fouille. Aujourd'hui, on vient parler du dernier film de Clint. Et oui, Clint Eastwood, hein, donc bon, un petit peu de retard quand même. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps seulement. Donc film censé être un petit peu son baroud d'honneur, même si bon, le mec visiblement, il semble pas avoir tant envie de s'arrêter que ça, puisque fin du mois dernier, il a avoué retourner au taf. Le mec, il est juste increvable. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 94 piges, c'est juste fou. Donc dernier film en date qui s'appelle Juré numéro 2, que moi personnellement, j'attendais beaucoup. Déjà parce que bon, son précédent film, c'était Cry Macho, ça avait été un petit peu la douche froide pour moi, surtout quand en plus le mec décide finalement de jouer dans son film en occupant un rôle qu'il aurait peut-être mieux fallu qu'il file à un acteur 20 ou 30 ans plus jeune. Donc bah oui, effectivement, j'en attendais un peu plus de la part du grand Manitou, puisque pour moi il fait partie des meilleurs réalisateurs du monde. Et vu le sujet de son film, c'était effectivement difficile de ne pas être enthousiasmé. Donc juré numéro 2 qui parle de Justin Kemp qui est convoqué pour devenir juré lors d'un procès où l'inculpé est soupçonné d'homicide sur sa compagne. Mais la vérité, et que Justin va découvrir durant le procès, c'est que le responsable de cette mort, eh bien en fait, c'était lui. Et évidemment, je n'en dirai pas plus. Alors la tristesse autour de ce film, parce qu'il faut quand même en parler, c'est de savoir qu'il est produit et distribué par Warner. Donc vous savez, le studio qui en ce moment fait tout et n'importe quoi, mais surtout qui le fait mal. Et hélas, le film de Clint Eastwood n'échappe pas à la règle d'être effectivement sacrifié sur l'autel en termes de distribution, notamment aux USA, avec donc seulement une cinquantaine de salles, alors qu'en France, on gratifie son film de plusieurs centaines de salles obscures. Vous voyez un petit peu le ratio. Et c'est d'autant plus dégueulasse que le film reçoit un très bon accueil critique. Voilà, comment tuer finalement la réussite de son film, alors que bon, faut quand même pas oublier que Clint Eastwood a fait une très majeure partie de sa carrière chez eux, chez Warner. Et en fait, ils ne lui font même pas honneur pour son soi-disant dernier film. Non mais de toute façon, quand on pense qu'il y a encore quelques années, t'avais le logo Warner sur un film, c'était à 80% de chance synonyme de qualité. Et aujourd'hui, en fait, c'est le cas inverse. Donc les 20% qui sont finalement de qualité aujourd'hui, c'est ce qu'ils ne mettent pas beaucoup plus en avant que ça, quoi. Bref, donc, film de procès. Alors moi, j'adore ça. Pourtant, bon, effectivement, on en a vu défiler des films de ce genre, hein, et c'est vrai que d'emblée, on en arriverait presque à se dire que ouais, on en a peut-être un petit peu fait le tour, quoi. Mais sauf qu'on est chez Clint, et que bah, si le mec effectivement a jeté son dévolu sur cette histoire, c'est parce qu'il y a matière à en faire quelque chose de fort et d'inédit. Non pas que visuellement ce soit incroyable, au contraire, on est vraiment sur une mise en scène assez basique, mais efficace, alors qui invoque effectivement pas mal 12 hommes en colère, bon on va pas se le cacher, mais sans pour autant le repomper, mais non, c'est pas dans la forme directe que le film trouve sa force, mais plus dans d'autres critères. Déjà par le montage. Effectivement, on est face à un film au découpage assez minutieux qui va au début beaucoup confronter de manière presque simultanée les deux visions de la plaidoirie pour nous offrir effectivement la meilleure vue d'ensemble. Du moins, comme je disais, dans la première partie, qui consiste effectivement en le procès pour ensuite s'attarder sur le cas de la délibération. Donc on n'est pas du tout dans le modèle standard du genre qui va jouer effectivement sur des zones de flou volontairement pour ensuite appuyer sa richesse scénaristique à tiroir ou via des rebondissements inattendus, puisque ici le procès est quand même assez expéditif, et effectivement à la fin de ce procès, donc à la fin de cette première partie, on a tous les éléments sous les yeux pour savoir ce qu'il en est véritablement. Donc on sait que le suspect est innocent et que le coupable n'est pas pour autant une mauvaise personne, parce que effectivement, on s'identifie illico au personnage de Justin, quoi. Donc Justin qui est interprété par un Nicolas Hoult impeccable et vraiment hyper touchant, donc voilà, qui va semer un petit peu le doute et remettre en question un système judiciaire assez bancal, bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer, parce que, et justement c'est là le coup de maître,
tu veux pas que le suspect soit condamné, mais tu veux aussi que Justin s'en sorte. Sauf qu'en fait, il n'y a pas vraiment de solution en soi. Et c'est là tout le dilemme, et en particulier le dilemme moral qui amène à une ambiguïté perpétuelle durant les 2 heures de film. Donc, effectivement, le film impose une certaine tension, alors non pas par suspense, même si bon, le film n'en manque pas, mais parce que tu vois pas toi-même l'issue qui pourrait se présenter, ou du moins qui pourrait être la plus favorable. Donc oui, si je disais que la mise en scène restait très simpliste, l'atmosphère que pose Clint Eastwood dans sa narration fait toute la différence. Et le pire, c'est qu'il n'a pas besoin de forcer le trait, comme je le disais. Juste être clair dans ses enjeux, bien diriger ses acteurs, donc comme je l'évoquais tout à l'heure à travers Nicolas Hoult, mais tous les autres personnages, enfin tous les autres acteurs sont impeccables. Bien sûr, également coller un peu de tension et parfois, et c'est là que ça rend le truc encore plus efficace, apporter des moments de légèreté qui accroissent la compassion que tu peux avoir pour les personnages et notamment Justin Kemp. Donc, qui dit compassion dit forcément davantage de crainte pour lui. Donc, la tension s'élève naturellement. C'est là toute l'intelligence du film. Et donc voilà pourquoi Juré numéro 2 se démarque des films de procès qu'on a vus ces dernières années, à mon sens. Parce que, comme je le disais, il n'y a pas besoin de jouer d'artifice propre au genre pour surprendre. C'est pas le but. Alors évidemment, je citais le terme de compassion et elle est très importante parce que effectivement, elle contribue à l'attachement pour les personnages et de surcroît à l'émotion générale du film. Émotion qui est assez redoutable, hein. Sur moi en tout cas ça a été le cas. Alors je dois bien le reconnaître, bon j'ai pas versé ma petite larme, mais ça m'a quand même fait passer par tous les ressentiments. Ouais, il faut le dire, le film est assez dur quand même. Bien que j'avoue avoir quand même eu quelques petits points sur lesquels j'ai tiqué, parce qu'effectivement le film use de quelques petites facilités qui peuvent sauter aux yeux, comme par exemple d'imposer un contexte à un personnage pour s'assurer qu'il ne soit pas présent là où il aurait dû naturellement être afin de mieux arranger le scénario. Alors bon, évidemment, je ne rentrerai pas dans les détails, mais oui, ça m'a quand même un petit peu sauté à la tronche. Maintenant, est-ce que ça gâche le film? Non. Pas du tout. Mais surtout, pourquoi le film de Clint Eastwood est un film majeur du genre? Eh bien parce qu'en fait, il interroge sur la justice et sur la vérité. Donc sur un système faillible à travers un procès où toutes les parties sont pointées du doigt, dans l'impact qu'elles peuvent avoir sur la vie d'une personne, et plus encore à une époque où le jugement est dans la tête de tout le monde. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu le vois à travers les médias, à travers la presse, à travers les réseaux sociaux. Et là, en fait, Clint Eastwood se sert de tous ces personnages pour dépeindre ce fléau du jugement dans une justice souvent biaisée. Alors, entre un avocat commis d'office qui fait face à une procureure de grande ampleur et qui a été aveuglé justement par ses ambitions, des jurés qui sont prêts à accepter leur position dans l'affaire, mais qui sont capables de délibérer en seulement 2 minutes sans discuter sur le cas d'un suspect juste parce qu'en fait ils ont envie de rentrer à la maison ou parce que indirectement là où ils pensaient avoir une certaine neutralité vis-à-vis du suspect pour mieux juger de son cas, en fait ils ne le sont finalement pas tant que ça. Donc les préjugés sont mis à mal dans ce film et ce jusqu'à la fin. D'ailleurs, une fin qui te met KO parce que, effectivement, comme je le disais, tu veux que le héros et le suspect s'en sortent tous les deux, mais qu'il faut faire un choix et se rappeler de ce qu'est la justice. Et oui, enfin voilà, faire ce qui est juste. Et c'est à mon sens un film qui devrait servir d'exemple à la justice dans le monde. Et quand je dis dans le monde, la France incluse. Parce que bon, on n'est pas en odeur de sainteté dans notre pays pour ça. Mais surtout, c'est un film effrayant parce qu'il rappelle aussi des affaires existantes. Alors évidemment, pas aussi capillotracté que l'idée que le coupable véritable soit dans le jury, mais dans le fait de mettre avec la délibération la plus suffisante quelqu'un en prison, parce que tous les contextes jouent en sa défaveur depuis son arrestation, alors qu'en fait, il est véritablement innocent. Enfin, je veux dire, rien qu'en France, on se souvient par exemple du cas de Patrick Dills. Eh bien en fait, ce film, c'est une manière de nous rappeler de ne jamais prendre tout cela à la légère. En tout cas, oui, pour moi, Clint s'impose encore une fois sur grand écran, malgré le fait que bon, on lui a coupé un peu la chic, hein.
Et donc bah oui, il nous envoie en guise de coup de pied retourner une énième leçon de vie. À mon sens, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et à son âge, c'est juste ahurissant, quoi. Parce qu'en fait, son film est une métaphore de la société actuelle. Et c'est quand même très fort de se dire que le mec, il a 94 piges, il a une vision moderne de tout ça, alors que pourtant, il t'en a pour moins que ça, qui sont carrément devenus séniles. D'ailleurs, en termes de sénilité, moi-même, j'attends de voir si Ridley Scott aura réussi à fermer les bouches de tout le monde avec son Gladiator 2. Hein. Quand je dis de tout le monde, moi compris, puisque je suis le premier à dire qu'il est devenu sénile avec donc ces deux derniers films aliens. Mais pour en revenir à Clint, là, pour moi, c'est le papa, quoi. Il a même pas besoin d'aller au ciel pour nous regarder de haut, quoi. Il est immortel. Voilà. Vive Clint Eastwood. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant, eh bien effectivement, Juré numéro 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous envisagez de le voir? Est-ce que vous l'avez vu? Voilà. Faites-moi un petit topo de tout ça. Comment vous le placez dans la filmographie aussi de l'énorme filmographie de Clint Eastwood. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!